Bonsoir à toutes et à tous. On va donc démarrer cette table ronde. Donc je vous remercie d'être présents. Donc cet événement s'inscrit dans une programmation organisée par l'INALCO qui s'appelle Olympe INALCO, donc un cycle d'événements et d'initiatives en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Donc l'idée c'est de pouvoir s'inspirer de thématiques qui sont enseignées à l'INALCO. Donc on a pu par exemple organiser donc, des conférences autour de la géopolitique ou également de l'économie du sport. Donc cette table ronde s'inscrit dans le fait qu'actuellement à Paris, donc on va accueillir les Jeux Olympiques et donc il y a des aménagements aussi bien infrastructures sportives que événementielles qui sont en train d'être aménagés, ainsi que tout un aménagement urbain de réseaux, bâtis, transports. Et donc, on a souhaité s'emparer de ce sujet, mais de l'appliquer aux aires culturelles de l'INALCO, et donc de confronter 3 villes hôtes, donc Séoul, Pékin et Moscou, donc sur des temporalités qui sont différentes les unes des autres, avec donc un contexte différent et des enjeux architecturaux plus ou moins différents. Donc pour cette table ronde, on a donc le plaisir d'avoir 3 intervenants. Donc on a Françoise Gède, qui est donc architecte, responsable de l'Observatoire Chine de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et vous êtes également chercheur associé au Centre Chine-Corée-Japon et chargé de cours à l'INALCO. On a également Alain Delissen, donc, qui est historien, directeur d'études à l'EHESS et également directeur adjoint du Centre de recherche Chine-Corée-Japon. Ah, bon. D'accord, alumni de l'INALCO. Et on a Paul Wolkenstein, donc, qui est architecte et docteur en histoire, société et civilisation. Vous avez également soutenu votre thèse donc, l'an dernier à l'INALCO. Donc, la thèse qui portait sur les grands travaux brejneviens de capitales du Caucase du Sud et d'Asie centrale soviétique. Donc, merci à tous les 3 donc, d'être présents aujourd'hui. Donc, la table ronde va durer environ 1h30 et ensuite il y aura une discussion. Voilà, si vous avez des questions. Donc, on va donc démarrer cette table ronde. Et donc, pour pouvoir rentrer, on va dire, pour brosser un petit peu le contexte de ces 3 pays, je vais donc vous demander de nous préciser donc dans quel contexte aussi bien international que territorial ces villes hôtes ont accueilli les Jeux Olympiques. Donc on va commencer par l'ordre chronologique, c'est-à-dire avec vous, Paul, pour Moscou, et ensuite on passera à Alain Delissen et Françoise Gède. Merci Mathilda pour cette introduction. Donc il me revient l'honneur d'entamer la table ronde par donc des questions de contexte, contexte à la fois géopolitique, territoriaux, architecturaux, un certain nombre de paramètres qui, dans le cas de Moscou, donc en 1980, il y a un certain nombre de paramètres assez singuliers par rapport à d'autres Jeux Olympiques, même si on retrouve, je pense, à chaque fois, dans chaque organisation, finalement, des questions qui font écho d'une ville à l'autre. Et donc 1980, j'ai choisi cette couverture d'un journal américain, Newsweek, où l'on voit inscrit « Should we boycott the Olympics ?» avec donc un tank de l'armée rouge, avec donc une étoile rouge, et puis les canons qui représentent donc les anneaux, les 5 anneaux olympiques. Puisque à l'été 1980, d'un point de vue géopolitique, on est quelques mois après l'invasion soviétique de l'Afghanistan. Et donc on a un certain nombre d'États qui vont boycotter les Jeux Olympiques de Moscou, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas y participer. D'autres y participeront sous bannière neutre.
À retenir, les pays qui boycotteront donc ces Jeux Olympiques sont des nations quand même qui dans le milieu du sport, pèsent. Il y a bien sûr les États-Unis, mais il y a aussi le Canada, la Corée du Sud, le Japon, la Turquie, qui considèrent que, en représailles au fait que donc l'Union soviétique ait envahi l'Afghanistan pour soutenir le leader communiste en place, qui est pris dans une guerre civile, vont boycotter ces Jeux. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est très important. Et de l'autre côté, une couverture d'un hebdomadaire soviétique, cette fois-ci, qui porte en dérision finalement donc les Américains représentés par ce chien avec ce petit chapeau, et de l'autre côté l'ours Misha. Donc vous pouvez vous familiariser avec la mascotte de ces Jeux Olympiques de Moscou, qui a été dessinée par un célèbre illustrateur soviétique, derrière avec le logo également, donc des pistes d'athlétisme qui se terminent par une étoile rouge et qui représente la silhouette du Kremlin. Et puis Misha porte dans ses mains quelque chose qui est très russe, à la fois soviétique et russe, qui est une manière d'accueillir les étrangers, qui est donc du pain avec du sel dessus, et puis en dessous un drapé sur lequel il est écrit « Bienvenue à Moscou ». Donc c'est un dessin plutôt comique, mais c'est pour vous dire un petit peu la situation tendue dans laquelle ces Jeux Olympiques se déroulent. Ils vont finalement commencer et se dérouler donc du 19 juillet au 3 août 1980. Vous voyez sur cette diapositive donc, la délégation soviétique faire le tour de la piste du stade Loujniki, qui est donc l'élément finalement, je dirais l'équipement sportif principal de ces Jeux Olympiques de Moscou, qui vont donc démarrer le 19 juillet. Et j'avais une autre diapositive pour vous parler un petit peu du projet urbain de ces Jeux Olympiques. Donc peut-être que vous n'êtes pas familier de Moscou, mais Moscou en 1980, c'est une ville qui est une très grande ville, qui fait aujourd'hui elle en compte officiellement 13 millions, mais à l'époque elle en comptait 8 millions, donc c'est quand même déjà une ville d'une très grande taille, qui a à peu près l'emprise qui aurait une emprise, si on la compare à Paris, qui dépasserait largement le périphérique et qui irait jusque dans les Hauts-de-Seine, le Val d'Oise, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Donc c'est vraiment très 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 grand dans ses limites administratives. Et puis c'est une ville qui a, comme Paris, une structure radioconcentrique et qui donc historiquement a un centre qui s'est développé autour du Kremlin et de la Moskova, qui est donc la rivière principale. Et le but de ce plan urbain pour les Jeux Olympiques, puisqu'il faut comprendre qu'on est également dans un système socialiste et soviétique, donc la planification urbaine est étatique, le foncier appartient à l'État, et les grandes villes soviétiques raisonnent par plans généraux. Tous les 10 ans, il y a un plan général qui est voté par à la fois le comité d'État à la construction, l'union des architectes, enfin un certain nombre d'acteurs qui jouent un rôle majeur dans l'urbanisme des grandes villes. Et en 1970, un plan général a été voté pour le développement futur de la ville de Moscou, sauf qu'à l'époque, on ne savait pas que Moscou accueillerait les Jeux Olympiques en 1980. Et donc ce plan général est donc amendé.
Et le principal axe de développement pour ces Jeux olympiques, c'est au lieu d'avoir un seul centre, comme historiquement Moscou a pu le présenter, c'est de créer un certain nombre de centres et de jouer avec le polycentrisme de la ville et d'essayer de relier ces centres. Donc en créant finalement des centres sportifs sur la périphérie de la ville et essayer de les relier par des axes notamment routiers, parce que la plupart des athlètes ou des invités, qui sont pour la plupart des journalistes, se déplacent plutôt par autobus et par voiture. Et on va avoir un certain nombre de centres, dont le village olympique également, qui va être au sud-ouest de la ville. On va avoir un centre pour l'aviron et le vélo, qui va être construit au nord-ouest, un stade équestre, des hôtels également, mais aussi un nouveau terminal pour l'aéroport international de Moscou, Sheremetyevo. C'est quand même la porte d'entrée des Jeux olympiques, un aéroport. Et donc c'est un certain nombre de nouvelles infrastructures qui sont construites tout autour. Mais s'il y a un mot à retenir, c'est le mot polycentrisme, qui est introduit finalement dans la manière de construire la ville de Moscou. J'ai trouvé dans un magazine d'architecture soviétique, un magazine d'architecture français, pardon, les trajets pour les journalistes en 1980 et comment ils se déplaçaient finalement d'un centre à l'autre, de leur hôtel à un centre de presse ou de leur hôtel à un équipement sportif. Et ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que l'Union soviétique en 1980 est plutôt dans une situation économique catastrophique. Et selon les reportages sur les Jeux Olympiques de 80 que j'ai pu visionner, il y a un effet village Potemkin. C'est surtout le long de ces artères empruntées par les autobus des délégations étrangères que la ville va s'habiller justement de mascottes, que les façades vont être avalées, que le marquage au sol va être refait. Enfin, il y a vraiment une image qui est censée sublimer finalement l'État socialiste auprès des visiteurs. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et en dernier lieu, puisque j'ai vu que mes camarades de table ronde avaient beaucoup donné des plans de métro, je pensais que c'était important non seulement de vous montrer à quoi ressemblait le métro de Moscou à l'époque, puisqu'il a bougé. Il y a notamment maintenant un deuxième anneau. Je pense qu'à Pékin et Séoul, il doit y avoir 2 anneaux. Je ne suis pas un spécialiste. Et c'est aussi la première fois que le plan de métro, pour ceux qui sont allés à Moscou, vous savez que c'est assez difficile quand on n'est pas russophone de se familiariser avec les stations de métro qui ne sont inscrites qu'en cyrillique. C'est la première fois que le plan du métro de Moscou est traduit en alphabet latin. Avant cet événement, tout était en cyrillique. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole. Oui, on va passer la parole à Alain. Oui, merci. Vous ne serez pas surpris de découvrir que... Oui, que notre tour de parole est conduit par une logique, qui est une logique chronologique. Donc, on passe à Séoul, après Moscou 80, on passe à Séoul 1988. Un changement de monde très considérable, puisqu'on va ici parler de géopolitique, mais aussi en partie peut-être de politique interne. Les Jeux olympiques de Séoul, d'une façon, sont les premiers jeux de ce qui commence à être la fin de la guerre froide. Paul vient d'évoquer ce qui a été l'ultime soubresaut de la guerre froide. Il n'a pas évoqué ce qui s'est passé entre deux. Entre deux, il y a les Jeux olympiques de Los Angeles, aux États-Unis, 84, et comment dirais-je, écho de, comment c'est l'expression avec retour à la bergère, c'est quoi?
Enfin bref, la réponse du berger à la bergère, le camp adverse, encore ainsi de suite, boycotte les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc on a deux Olympiades majeures, celles de 80 et 84, qui sont des Olympiades tronquées. Et les Jeux Olympiques de Séoul sont les premiers à remettre en scène la totalité de la scène mondiale. Ce sont des Jeux Olympiques qui vont accueillir quasiment 160 pays pour la première fois. Ce sont les seconds Jeux organisés dans la zone de l'Asie orientale qui n'avaient pas accueilli de Jeux depuis les tout premiers à Tokyo en 1964. Je viens d'évoquer des aspects géopolitiques. Ces aspects géopolitiques de fin de la guerre froide, vous les connaissez tous. Ça va mener au démantèlement de l'Union soviétique, à des changements majeurs que vous connaissez aussi, dont Françoise vous parlera, en Chine. Ces changements ne se limitent pas à ce que devient le monde communiste et ce bloc-là. Vous savez qu'ils ont aussi des effets, et ça sera le cas en Corée, dans l'autre camp, avec une pression considérable pour le passage à la démocratie dans un certain nombre de pays, notamment ceux qui concernent l'Asie, qui vont concerner la Corée du Sud, qui, depuis les années 60, vit sous dictature militaire, dans une sorte de mix très particulier de militarisme et d'ultra-capitalisme développementaliste. On a quelques années, là, 87, 88, 89, où les choses basculent. Et les Jeux Olympiques y jouent un rôle important. Ils sont notamment, et c'est là qu'on est au-delà du géopolitique quand on parle de la Corée du Sud, instrumentés par l'opposition à la dictature des généraux, l'événement ayant été accordé à la Corée du Sud en 1981 pour obtenir le départ de ces militaires, de ces généraux, à travers ces grandes manifestations que vous connaissez. Et de facto, lorsque les Jeux Olympiques sont inaugurés et commencent en septembre 1988, eh bien les militaires sont partis. Et depuis, on est en Corée du Sud. C'est la grande différence avec mes camarades dans un État, la Corée du Sud, qui est une démocratie. C'était le premier point. Et voilà, la carte que je montrais était celle des différents pays présents dans cette Olympiade. Voilà, en tout cas, telle que cela représente aujourd'hui la Corée. Alors, il y a un élément que je n'ai pas évoqué. Alors là, je mets par exemple barrage de la paix. À votre avis, ça fait allusion à quoi? Pourquoi barrage de la paix? Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qui se pose comme problème en 88 éventuellement? Dans ces grands jeux qui réunissent la planète entière, pourquoi barrage de la paix, à votre avis? Mes camarades. Pour éviter d'assécher. Bon, voilà. Pas du tout, pas du tout. Vous avez une idée? Alors, un mot important a été prononcé en termes et national, politique et géopolitique. Il y a une chose, vous savez, en PNZ, qu'on appelle la Corée du Nord. C'est pas rien, la Corée du Nord. Les Jeux Olympiques ont lieu à Séoul. Je vous montrerai une carte tout à l'heure. Séoul qui est traversée aujourd'hui par un grand fleuve qui est le fleuve Han. Le fleuve Han qui prend ses sources quelque part en Corée du Nord. À un moment donné dans la planification des Jeux, un élément de paranoïa s'installe, notamment du fait que tout le monde vient à Séoul, notamment les Russes, les Maliens, les Chinois, tous aussi, ils sont tous là, sauf la Corée du Nord. Que va faire la Corée du Nord, qui, vous le savez, est un régime qui est assez fantasque, ainsi de suite. Donc, il y a la peur pendant toute ou le fantasme, je ne sais pas, je n'ai pas accès au service secret, de ce que, pendant les Jeux Olympiques, les Nord-Coréens vont lâcher les barrages en aval sur le fleuve Han, et donc provoquer une gigantesque inondation des Jeux Olympiques à Séoul. Et donc, sont créés ce barrage de la paix, je vais donner un élément, en amont, avec l'idée éventuellement de faire face au cas où les méchants Nord-Coréens mettraient ce fantasme, je dirais, dans la réalité. C'est ce qu'on a appelé donc le barrage de la paix.
Une photo simplement pour vous rappeler que voilà, 87, c'est le passage de la démocratie en Corée du Sud avec ses photos célèbres sur son rôle dans l'épisode des Jeux Olympiques. Une carte de Séoul, pour vous dire qu'est-ce que c'est Séoul, quelques chiffres et puis quelques précisions. Séoul, que vous avez ici dans sa plus grande extension, qui est fixée depuis 1975. Donc Séoul aujourd'hui, c'est à peu près 600 km². Je parle ici de la municipalité de Séoul, et pas du grand Séoul, qui fait beaucoup plus. Séoul, 600 km², donc c'est 6 fois Paris. En 1988, Séoul, c'est à peu près 10,5 millions d'habitants, donc une très grosse ville. Et si vous prenez la totalité de ce qu'on appelle la région métropolitaine de Séoul, à cette même date, c'est 17 millions d'habitants. 17 millions d'habitants sur, à l'époque, 43 millions d'habitants en Corée du Sud. Donc on a à la fois quelque chose qui relève de la très grande ville, Séoul c'est une mégapole, et de la macrocéphalie, et d'une macrocéphalie qui n'a cessé de s'aggraver au fil des ans, même si la municipalité de Séoul a vu ces 20 ou 30 dernières années sa population légèrement décroître, quand, en revanche, le Grand Séoul, lui, continuait de croître. Aujourd'hui, on a à peu près 26 millions d'habitants. Le Grand Séoul, c'est 26 millions d'habitants sur 42 millions de Sud-Coréens. Donc une très grande ville. Vous avez là les frontières historiques, le cœur historique de la ville dans son écrin de montagne tiré du feng shui local, son extension coloniale de la période japonaise. Je ne rentre pas dans les détails de ces différentes limites. Cette carte vous indique où sont situés les deux principaux sites des installations olympiques. L'un à Jamshil, l'autre dans un lieu qui est devenu le parc olympique. Alors, c'est un peu injuste, parce que comme souvent dans les Jeux olympiques, les installations sont plus, je dirais, dispersées que n'indiquent les grands chantiers olympiques. Mais là, on a vraiment un effet de très forte concentration des installations olympiques autour de ces deux sites, qui sont donc situés, vous le voyez, tous les deux au sud du fleuve Han. Alors j'y reviens dans un instant, parce que c'est important, le fleuve Han. Il y a une en termes de structure urbaine, on n'a pas une ville polycentrique, on n'a pas une ville concentrique, on a une ville qui est plutôt polycentrique, mais qui est surtout marquée par cette forte, je dirais, dichotomie entre la partie nord de la ville, la partie sud de la ville, quelque chose à quoi Françoise, shanghaïologue, sera sensible, puisque de la même façon qu'à Shanghai, la rive sud du fleuve Han, qui aujourd'hui accueille plus de 50% de la population de Séoul, des chiffres que j'ai. Autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fondamentalement des champs, des rizières, de l'agriculture, ainsi de suite. Donc, on a des installations olympiques qui essentiellement relèvent quelque part de l'installation dans un espace neutre. C'est de la ville nouvelle, du front de conquête, au sud du fleuve Han, dans des zones qui, proches du fleuve par ailleurs, étaient inondables. J'ai dit qu'aujourd'hui, la plupart des habitants de Séoul habitaient au sud du fleuve Han. L'arrondissement dans lequel se situent les installations olympiques, Songpa-gu, est aujourd'hui un arrondissement autonome. Pourquoi il est autonome? Parce qu'à lui seul, il compte plus de 600 000 habitants. C'est un arrondissement de Séoul. Alors, le détail, à une échelle de ce que j'ai appelé Gangnam Est, vous avez tous entendu parler de Gangnam, cette direction du nouveau Séoul, du Séoul de la modernité, du Séoul qui s'accroît vers le sud. Alors, c'est ce qui a donné naissance au mythe de Gangnam, comme le lieu de l'affluence, de la richesse, du confort, de la modernité. La ville du Sud qui s'oppose à la ville du Nord, ancienne, avec ses palais et son patrimoine. Vous comprenez que cette croissance vers le Sud, elle est en partie liée aussi aux raisons géostratégiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Généralement, on s'attend à ce que l'invasion vienne
du nord et pas du sud. Donc on fait croître les vitres plutôt vers le sud. Mais pour cela, il faut franchir un fleuve, et je vais vous le montrer dans un instant. Après avoir terminé avec cette diapo-là, pour vous montrer, vous voyez l'arrondissement où se trouvent les installations olympiques, il est là sur la carte au sud-est. C'est aujourd'hui, et c'est conforme à ce qu'on sait du mythe Gangnam, c'est l'arrondissement le plus riche de Séoul. C'est là que la bourgeoisie, la culture s'est installée. Alors, on arrive à la question au contexte de la territorialité des transports. C'est une des fonctions importantes que l'on voulait décrire dans ce premier moment. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, Séoul est traversé par un gros fleuve. Le fleuve Han, en gros, c'est 1 kilomètre de large. Vous apercevez sur la première image le stade olympique, qui est sur l'image du haut, à gauche au milieu, vous voyez le grand stade olympique, vous le devinez aisément dans son ovoïde. On est là au sommet du nouveau gratte-ciel de Lotte, Seoul Sky, que vous voyez sur l'affiche, plus de 560 mètres carrés. Donc c'est les deux côtés de la vie depuis cette plateforme. Et de l'autre côté, donc, vous avez le parc olympique, aujourd'hui, en 2024. Vous voyez ce grand espace vert, avec un lac, avec un ancien bras du fleuve Han, avec toutes les installations sportives que vous devinez. Voilà, en gros, les deux sites. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ces deux sites olympiques, mais ce qu'il y a au milieu, c'est précisément l'univers capitalistique de Lotte, la grande distribution, les gratte-ciel, ainsi de suite, assez typique de ce que c'est que Séoul aujourd'hui. Donc, un fleuve qui est extrêmement important pour les Jeux olympiques, parce que ces terrains, vous voyez, c'est du plat, par rapport à ce que vous voyez des montagnes autour de Séoul, et donc dans des zones qui sont des zones inondables. Un fleuve qui est massivement, comme la Seine à Paris, quand même sous contrôle. Mais il a fallu toute l'ingénierie des années 70-80 pour commencer à multiplier les ponts. C'est la fabrique des ponts qui a fini par rendre possible qu'on traverse la ville et qu'on traverse un fleuve aussi large. Le fleuve, ce n'est pas simplement des ponts et des zones inondables, c'est aussi des terrains inondables dégagés pour des aménagements, et notamment, ça a été un des aménagements olympiques les plus importants. Paul a parlé du métro, mais le métro, c'est super important, mais ce n'est pas le seul. Ce qui est construit pendant cette période-là, c'est de chaque côté du fleuve Han, sur les deux rives, des méga autoroutes à très haut débit, de 8 voies de chaque côté, ainsi de suite. Donc les berges sont massivement aménagées dans un pays, et c'est une des caractéristiques que je vais vous donner de ces aménagements-là, où il n'y a pas encore de voitures. Donc à la fois pour la planification, je dirais, routière classique, comme pour la planification de métro, sur lequel j'arrive tout de suite pour terminer, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une très forte anticipation. C'est-à-dire ce ne sont pas les Jeux olympiques qui déclenchent les grands aménagements urbains de Séoul. Un peu comme à Paris, les Jeux olympiques sont le moment d'un grand coup d'accélération sur des investissements qui étaient planifiés et prévus depuis longtemps et dans lesquels sont subitement déversées des sommes très considérables. Ça vaut donc pour ces autoroutes qui sont mises en place. Et je vous ai mis de façon anecdotique des petites vidéos de ces années 80, lorsque, vous voyez, des gens se mettent, c'est marqué les délinquants des années 80, vous voyez, mise en place de cette autoroute avec des gens qui circulent à vélo à contresens sur les autoroutes à 2x4 voies, des piétons qui traversent cette autoroute-là. Il a fallu un certain temps avant de s'habituer. Ce n'était pas encore les grandes époques du MyCar. Alors bien sûr, il y a le métro. Et ça sera la fin de ce premier moment de présentation. Le métro a été décisif dans la structuration et du moment olympique et de ce qu'a été l'immense croissance de Séoul pendant cette période-là. Mais les lignes de métro qui ont été construites et inaugurées pour les Jeux olympiques avaient été programmées dès le début des années 70.
Notamment cette ligne circulaire que vous voyez oui, donc, ce sont des représentations, je dirais, plutôt en anamorphose qu'en analogique. Vous avez donc cette fameuse ligne circulaire, la ligne 2, qui est programmée dès 1972, qui est inaugurée dans ses premiers tronçons en 1980, totalement terminée en 1985. C'est une ligne qui fait 60 km de circonférence. Il n'y a qu'une boucle comme ça. Ce que j'ai mis à côté, donc vous avez le petit plan tel qu'il existe dans les publicités du métro à l'époque que je vous ai mis, mais à droite, la grande carte, c'est le métro d'aujourd'hui. Ce que j'ai cerclé en rouge, c'est ce qu'était le métro de Séoul en 1988 pendant les Jeux Olympiques. Donc, encore une fois, le métro de Séoul n'a cessé de très considérablement se croître pendant les décennies qui ont suivi. Les investissements dans l'invisible, dans le métro en Corée du Sud, demeurent très puissants et très prioritaires. Je vous remercie, Alain. On va laisser donc la parole à Françoise pour le contexte de Pékin en 2008. Merci Mathilda, merci mes prédécesseurs parce que c'est vrai. Merci Mathilda, merci Alain et Paul parce que effectivement cette mise en perspective est intéressante. Alors là, moi j'ai de la chance, vous avez sans doute plus eu l'occasion de voir les images, elles se trouvent sur le net aussi plus facilement. Et vous le savez, il y a beaucoup de points communs. Le foncier appartient aussi à l'État en Chine. Enfin, on est avec un État qui va se révéler un État très développeur. Pendant ces années des Jeux Olympiques, mais on a aussi des grandes dates. Grande date, c'est 2001, l'adhésion de la Chine à l'OMC. Donc c'est rentrer déjà dans une possibilité d'échange avec les pays occidentaux. On a la même année le fait que Pékin soit choisi pour les Jeux Olympiques et ça va déclencher toute une euphorie en fait à l'idée d'avoir une ville qui va acquérir une dimension internationale et qui veut se présenter comme une grande capitale culturelle et une capitale internationale. Alors, effectivement, comme à Séoul, on est avec des vocabulaires qui sont similaires, c'est-à-dire que Pékin désigne plusieurs choses. Ça désigne la ville même et ça désigne le territoire dans lequel est située non seulement la ville de Pékin, mais toutes les villes autour, qui ont une relation directe en termes d'autorité, de tutelle, placée directement sous le contrôle du gouvernement central. Donc il y a Pékin, il y a Shanghai, il y a Chongqing, où s'est construit le barrage des Trois Gorges, et puis il y a à côté de Pékin, Tianjin. Et peut-être encore sous l'influence du grand frère soviétique, tel qu'on l'appelait jusqu'en 1961, eh bien le terrain, le foncier, est consommé avec une avidité sans précédent à Pékin. Vous voyez là, je vous ai mis juste... oui, ça se voit quand même. Deux cartes qui permettent de comprendre cette urbanisation entre 1978 et juste le début de cette période de très grande construction que représente le 21e siècle. Tout ce qui est gris, c'est l'urbanisation et le pourtour. Est-ce que ça fait du rouge? Oui. Là, c'est le pourtour du Pékin historique, ce qu'on appelle aussi le deuxième périphérique, et qui se retrouve ici. C'est dommage. Donc, merci de me le dire. Je ne peux pas à la fois vous montrer la carte. Donc, vous avez repéré Je peux le faire là-dessus?
Non, ça ne marche pas. Donc vous avez repéré ces périphéries, je dirais, de la ville. Pékin, au début des années 2000, sur la ville même, on est aussi de l'ordre d'une dizaine de millions d'habitants. Et sur le territoire de Pékin, en termes de province, on est aussi dans des chiffres à peu près équivalents de ceux de Séoul, avec 15 à 17 millions. Je vous donne des chiffres qui sont un peu vagues, d'une part parce que la manière de compter la population a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Même entre les annuaires statistiques en langue chinoise et en langue anglaise, on ne trouvait pas les mêmes chiffres à l'époque. Ce sont des choses qui ont changé. Et on est avec cette opportunité, ce levier que représente l'organisation d'événements internationaux pour pouvoir transformer la ville. Et cette ville, elle a effectivement beaucoup besoin d'être transformée parce que du grand frère soviétique, on a gardé 2 lignes de métro. C'est pas beaucoup pour une ville qui est aussi importante. Et le pari qui a été pris dès les années 90, c'est celui de mettre la priorité, comme à Séoul, sur les grandes autoroutes urbaines. Et à Pékin, pour ceux qui en sont familiers, on compte en périphérique. Alors, j'ose plus me retourner vers la carte, mais on commence par le 2e périphérique, c'est les anciennes murailles de la ville, et puis on continue 3e, 4e, 5e périphérique. Et le parti qui a été pris, c'est celui de favoriser d'une part la construction automobile et d'autre part d'illustrer la modernité de la ville par les grandes autoroutes urbaines qui démolissent régulièrement cette trame héritée, on aura l'occasion d'y revenir, cette trame héritée de la dynastie mongole. Et je me retourne quand même, vous me permettez, je ne parle pas. Enfin, si je parle, vous avez là, d'est en ouest, l'avenue de Chang'an, qui est le grand axe est-ouest. Ce grand axe est-ouest qui a été mis en place par Mao, il est très intéressant parce que c'est une manière de venir apposer un autre modèle à celui de la construction de la ville ancienne, qui était selon un axe nord-sud. Et les Jeux olympiques, le parc olympique, lui, je me retourne encore, il va venir s'installer ici, dans ce que vous voyez en vert, alors j'espère que je ne bouge pas trop en parlant, qui est dans le prolongement de cet axe nord-sud, qui n'est pas un axe routier, mais qui va le devenir avec les Jeux olympiques, qui va le devenir bien sûr en partie, puisqu'au milieu, c'est ici la cité interdite. Et ces grands travaux donc, qui vont toucher la ville de Pékin vont être de plusieurs natures. Ils vont s'inscrire en même temps dans un bouleversement qui a commencé à la fin des années 90, qui concerne 2 choses. D'une part, la commercialisation du foncier et d'autre part, la commercialisation du logement. Le foncier était, et l'est toujours d'ailleurs, une propriété publique d'État. Et ce qui est commercialisé, c'est son droit d'usage pour 30, 50 ou 70 ans, suivant le type de construction qu'on va faire. Ça va être une source de revenus extrêmement importante pour la plupart des grandes municipalités chinoises, et même les plus petites. Et par ailleurs, pour répondre à un besoin de logement qui est devenu de plus en plus crucial au cours des 3 décennies qui ont suivi l'instauration de la République populaire de Chine en 1949, c'est celui de construire des logements. Le logement était une prestation sociale, donc, et à partir du moment où les entreprises qui sont chargées de loger leurs employés ne sont plus à même de pouvoir construire des logements, c'est à l'État qu'il revient de faire cet effort, et l'État ne peut plus, il ne sait plus comment faire. Le moyen qui va être trouvé, c'est celui de reporter cet effort sur les employés et les employeurs,
et de rendre donc ce qui était l'équivalent d'une prestation, le loyer ne devait même pas représenter les dépenses en cigarettes ou en thé d'un ménage, de transformer une population de locataires en une population de propriétaires. Ça, c'est pour le cadre général et ces changements qui interviennent sur la ville. Alors, ces changements, ils sont aussi assez incroyables. Vous l'avez vu par rapport à cette extension urbaine, par rapport à cette augmentation de la population. Là, je vous montre sur ces schémas issus des documents d'urbanisme publiés par la ville de Pékin. Et cette augmentation qui est très large sur l'ensemble donc de la ville. À quoi elle ressemble dans les années 80-90 ? Eh bien, pareil, une ville dans laquelle on circule à vélo, où on circule à pied, dans laquelle on croise facilement des trains au bout d'une route, des trains de grande ligne, hein, c'est pas des trains de banlieue. Et un des chantiers, c'est effectivement celui du métro. Il va arriver tardivement, ce métro. C'est vraiment au cours des années 2000 qu'on va commencer à construire, outre les 2 lignes que j'évoquais, construites avec le grand frère soviétique, mais le réusage d'une 3e ligne, et puis enfin la construction de toute une série de lignes de métro. Donc moi, j'ai commencé par ce contexte intérieur, mais je voudrais aussi vous parler du contexte international, car là encore, des points communs. Le boycott. Le boycott, vous avez une année qui est compliquée en Chine. Ça a commencé par de fortes inondations en 2008 dans le sud de la Chine. Ça s'est poursuivi par les manifestations au Tibet, qui sont réprimées au mois de mars, au moment de l'anniversaire de la fondation du Tibet. Ça se poursuit 2 mois plus tard au Sichuan, avec un tremblement de terre qui va provoquer un nombre de morts extrêmement impressionnant, d'autant plus que pour la première fois, la Chine va ouvrir ses frontières aux organisations internationales, alors qu'elle ne l'avait pas fait quelques années auparavant, tremblement de terre de 1976. Et puis ce séisme au Sichuan, c'est aussi celui qui provoque la mise en lumière de toutes ces constructions tofu, comme on les appelait, pour évoquer des constructions pas très solides, et qui visent des bâtiments publics, ceux des collèges, ceux des écoles, qui vont être les premières victimes de ces tremblements de terre. Donc le boycott, il a beaucoup de raisons d'être mis en avant. Je vois par exemple dans cette tribune publiée dans Le Monde par Marie Holzman, elle évoque bien à la fois les dissidents qui sont toujours là, rappelant que en 1993, la Chine avait libéré le fameux dissident Wei Tingshang qui réclamait la 5e modernisation, et que si il a été libéré, c'était peut-être pour convaincre le comité d'organisation des Jeux de pouvoir attribuer à la Chine les Jeux de 2008. Donc on est dans cette répétition, on pourrait dire, de ce qui s'est passé à Séoul et de ce qui s'est passé à Moscou, avec néanmoins un accueil et une mise en scène absolument impressionnante. Je crois que c'est ma dernière image, donc je laisse la parole à Mathilde. Oui, merci à tous les 3 donc, pour cette mise en contexte. Donc, comme vous avez pu le préciser, donc, des aménagements vont donc naître avec les Jeux Olympiques. Et donc, de ces aménagements en découle une architecture, une esthétique. Pourriez-vous nous en dire donc davantage, notamment, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de ces marqueurs architecturaux. Donc, on va reprendre le fil en démarrant avec Paul. Merci, oui, on va retourner à Moscou, parce que c'est vrai que
moi, je me souviens des JO de Pékin, je me souviens j'avais pas encore commencé mes études d'architecture, mais presque, donc je me souviens des marqueurs architecturaux, comme vous dites. Pour Moscou, ça a été une vraie découverte de travailler à cette table ronde, parce que j'y ai vécu 2 ans. Et puis j'ai pas retravaillé dessus beaucoup après, mais je me suis aperçu qu'un certain nombre de bâtiments que j'avais croisés en fait avaient été construits pour les Jeux Olympiques de Moscou, qui en plus sont dans un style qui est assez particulier, qui est le style qui est communément appelé le modernisme soviétique, de l'époque brejnevienne, qui succède à un certain nombre d'autres styles architecturaux soviétiques qui sont assez importants, peut-être déjà à rappeler, mais pour faire court, l'architecture soviétique se divise en 4 périodes. Il y a une première période dite révolutionnaire dans les années 20, qui est marquée par les apports de théoriciens constructivistes et avant-gardistes. Lénine va appuyer la révolution sur ce constructivisme, et il y a un certain nombre de bâtiments emblématiques du constructivisme qui vont être construits dans les années 20. Puis il y a quand même une tradition soviétique. Quand un nouveau leader arrive, il va marquer une rupture esthétique avec son prédécesseur. Donc Staline va mettre un terme au début des années 30 à ce constructivisme et va ordonner aux architectes de produire une architecture qui soit conforme au réalisme socialiste. Ça va durer 30 ans, jusqu'au milieu des années 50, où Khrouchtchev va à nouveau marquer une rupture en bannissant il y a un décret qui est voté par le Parti communiste, le comité central, qui ordonne que l'on bannisse les ornementations et les décorations et les excès dans la construction. Et c'est à ce moment-là que va se développer une architecture très monotone, très standardisée, très sobre, très économique, très grise. C'est les images que l'on a en tête. Et c'est ce que j'ai d'ailleurs montré dans ma thèse. Je pense que sous Brejnev, il y a une forme de prise de conscience, assez légère, on ne va pas se mentir, mais une prise de conscience de cette monotonie architecturale. Et donc on va avoir certes du préfabriqué, certes des projets typologiques, très socialistes, on va dire, mais quand même avec une réflexion sur contrer cette monotonie qu'on a vu se développer, d'ailleurs pas seulement dans les pays communistes, mais dans les pays marqués par la Seconde Guerre mondiale, et donc une architecture plutôt de la reconstruction. Et donc dans le cas de Moscou, on va avoir plusieurs équipements, dont un terminal aéroportuaire, qui est censé être extrêmement moderne pour l'époque, et qui va accueillir toutes les délégations, avec un certain nombre de salons VIP pour les athlètes, les journalistes, et qui sont, il faut le comprendre aussi, tout à fait en contraste avec les conditions de vie des soviétiques de cette époque-là, qui ne sont pas du tout les mêmes. On va avoir un certain nombre d'hôtels, notamment celui-ci, qui s'appelle l'hôtel Cosmos, qui est en face, pour ceux qui connaissent Moscou, du VDNR, donc du parc des expositions de l'économie populaire, qui est donc un hôtel en arc de cercle, qui a été conçu en collaboration avec des architectes français et des constructeurs yougoslaves, et qui était chargé d'accueillir les délégations étrangères. Donc là, on est sur des logements, vous voyez, où on va faire un effort sur la courbe, mais on est sur quelque chose quand même de très, très, très standardisé et d'assez monotone. Mais il y a un certain nombre d'hôtels qui vont être construits autour. Alors, je pense que c'est assez différent de ce qui se passe à Séoul ou Pékin. Il n'y a pas vraiment de parc olympique
à Moscou. On est vraiment sur plusieurs centres, et donc les centres olympiques sont dispersés. Il va aussi y avoir la restauration d'un certain nombre d'équipements qui étaient déjà présents à Moscou, notamment la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture se déroulera au stade Loujniki. C'est également là que s'est déroulée la finale de la Coupe du Monde de football en 2018 entre la France et la Croatie. Et là, vous remarquez que ce stade qui a été inauguré en 1956 a une architecture qui est plus conforme à celle de la période stalinienne, donc un réalisme socialiste, je dirais plus rationaliste, avec un petit peu plus d'ornementation et avec la reprise d'un vocabulaire architectural pré-révolutionnaire. Et donc cet endroit va être en fait le centre, je dirais, peut-être de l'équivalent du parc olympique qu'on peut voir à Pékin ou à Séoul, mais en tout cas du parc dans lequel il va se passer le plus d'événements sportifs. C'est également dans ce parc qu'on va voir apparaître cette architecture presque, je dirais entre guillemets, cosmique. Et je voudrais ajouter un mot sur la circulation des modèles et sur le fait que certains équipements sportifs de Jeux Olympiques en appellent d'autres. Ça me fait penser, en fait, cet équipement, pour ceux qui connaissent Rome, ça fait penser au Palais des Sports de Pierluigi Nervi, qui est un architecte italien très connu et dont les architectes soviétiques raffolaient. Et c'est presque une copie de ce qu'on pouvait voir à Rome 20 ans auparavant pour les Jeux Olympiques de 1960. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le souligner. L'architecture soviétique est souvent une copie de ce qu'on peut voir en Occident, une copie via un certain nombre de magazines d'architecture auxquels les architectes avaient accès. Je vous montre aussi cet hippodrome qui a été construit, donc inauguré juste avant, en 77, à l'extérieur de Moscou, pour vous montrer le genre d'architecture qu'on pouvait voir, et un centre médiatique, enfin un centre des médias ultra moderne, où les journalistes à la fois américains, parce que c'est pas parce qu'ils participaient pas qu'ils voulaient pas diffuser aussi les émissions et les événements sportifs, mais aussi les journalistes français se retrouvaient pour transmettre et commenter la plupart des événements sportifs. Donc on a une architecture qui est je dirais assez froide. C'est surtout du marbre blanc à l'époque de Brejnev, qui va venir tapisser du béton et avec du remplissage en briques. Mais il y a un côté assez monumental, et qui est toujours assez écrasant dans l'architecture brejnevienne. Et puis un dernier mot quand même sur le village olympique, avec un urbanisme somme toute issu du mouvement moderne, où vous allez avoir un certain nombre de bars, on qualifierait ça de bars, de 16 étages, donc ils ne sont plus... je vous rappelle que l'élément urbain par excellence en Union soviétique, c'est la Khrouchtchovka, c'est-à-dire cet immeuble de 5 étages qui a été dupliqué dans toute l'Union soviétique à l'époque de Brejnev pour satisfaire les demandes de logement. Donc là, on va monter un petit peu en étage, ça s'appelle des Brejnevka, on les voit, elles sont identiques, ce qui vous montre aussi la préfabrication. Et au premier plan, on voit un certain nombre d'équipements à la fois culturels. À droite, il y a un palais où les athlètes pouvaient aller au théâtre ou au cinéma. Vous avez un centre commercial, vous avez également un gymnase, et puis vous avez un certain nombre de bars. Donc vous avez en fait ce village olympique est le reflet d'une unité urbaine typique de l'époque Brejnev en Union soviétique.
ça peut faire peur, mais on a ce genre d'immeuble. Quand on voit aujourd'hui le village olympique parisien, on se dit que c'est totalement le contraire. On dirait un peu plus un salon du génie architectural à Paris. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus dans la réplique, dans la préfabrication, mais qui en même temps reflète très bien l'ambiance de l'URSS de la fin des années 70 et du début des années 80. Voilà. Je sais pas si... Merci Paul. Alain ? Oui, merci Paul. Je vais garder cette image parce que ceux qui connaissent Séoul ne me détromperont pas si je garde cette image et je dis c'est Séoul. Tout le monde dira bah oui, bien sûr, c'est Séoul. Alors c'est assez surprenant par rapport à ce qui a été expliqué du mode de production du paysage urbain ordinaire qui compte dans notre discussion, puisque tant le foncier que le logement, en contexte sud-coréen, renvoie à une logique stricte du marché et du capitalisme. À la fin, ça produit exactement la même chose. Hein, cet urbanisme, enfin voilà, donc ça produit la même chose. Vous voyez, c'est pas simplement, c'est pas un travers du modernisme, enfin, ou je ne sais pas, on pourrait l'analyser, mais je pourrais dire c'est Séoul, ces fameuses Apatotanji qui vont se mettre, notamment dans cette conquête de la rive sud du fleuve Han, par totalement déferler le chemin de grue des grandes entreprises de BTP qui produisent ce paysage ordinaire-là, et pour lequel les Jeux Olympiques, encore une fois, sont l'occasion d'un coup de boost. Alors cela pour parler du paysage, je dirais, ordinaire. Comme on était dans le village olympique, j'ai quand même voulu montrer les petites variations que les architectes de l'époque, plusieurs agences sont aux prises, avaient donné au modèle du chemin de grue. C'est-à-dire, ils ont essayé, par exemple, pour le village olympique, dont je vous ai donné ici la figuration en éventail. Vous voyez, il est dans le prolongement même du parc olympique. Ils ont essayé de faire en sorte que ce ne soit pas le chemin de grue qui gagne. Et donc, en aménageant une sorte de méta-gradin. Je vous laisse juste dans l'image réelle de ce que ça donne en bas à gauche, de l'effet que ça donne. Est-ce que ça change grand-chose? Je ne suis pas certain. En fait, c'est plutôt un autre point d'architecture que je voulais évoquer que celui de l'architecture ordinaire. C'est celui qu'a évoqué Mathilda tout à l'heure dans son introduction, c'est-à-dire la présence au cœur de l'opération olympique de bâtiments marquants, de bâtiments landmark, de bâtiments repères, avec une architecture signature. Et en effet, les Jeux Olympiques de Séoul sont l'occasion pour l'architecture coréenne de se doter, de faire émerger ou de consacrer ce qu'on pourrait appeler des architectes stars. Le premier que je voulais mentionner parce qu'il est au cœur des opérations olympiques, vous le voyez au centre, posant fièrement, peu avant son décès, il ne verra pas les Jeux Olympiques, devant le grand stade olympique majeur, donc il s'appelle Kim Soo-geun, 1931-1986. Vous pouvez lire une thèse à son sujet de 94 d'Alain Delissen, elle est disponible sur HAL, par exemple. Mais aussi bien l'autre grand nom dans cette histoire des pionniers ou de seconde génération des pionniers de l'architecture coréenne moderne, le nom de Kim Jong-hop, 1922-1988, qui non seulement a réalisé, comme vous le voyez en bas à gauche, dans les années 60, après un petit stage chez Le Corbusier, la résidence de France, la fameuse résidence de France. Moi, je ne cite pas Alain Delissen sur ce sujet-là non plus, mais surtout à l'entrée du parc olympique, cette grande porte monumentale, renvoyant encore une fois à la géomancie, aux couleurs olympiques, mais aussi aux couleurs des tanchong, des palais royaux, etc. J'ai simplement ajouté à cette diapositive, par exemple, et au titre de la figure du grand architecte, le projet que Kim Soo-geun avait
fourni pour un grand concours international parisien qui a été remporté par Piano et Rogers. Donc, ce qui aurait pu être Beaubourg si voilà, c'était Kim Soo-geun qui avait remporté c'était le projet qu'il avait soumis pour le plateau Beaubourg. Donc, je ne suis pas fondamentalement spécialiste d'architecture et d'analyse de l'architecture. Je vous montrerai ces bâtiments plus en détail dans ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Simplement pour signaler que ces deux grands noms sont non seulement je dirais enfin, ils font basculer la fonction architecte de la pure technique, qu'elle soit architecturale ou urbanistique, du côté de l'artiste. Ils deviennent des jakka, ils deviennent des auteurs, ils créent, ils émettent des signaux qui portent un nom propre. C'est une de leurs caractéristiques, particulièrement Kim Soo-geun. Ils tiennent des discours. Dans la figure du grand architecte, il n'y a pas simplement « je vends mon bâtiment », comme du matériel, c'est je l'accompagne d'un fleuve de discours. Et Kim Soo-geun est à la tête d'une entreprise culturelle qui s'appelle Kongan Espace, avec un magazine mensuel, qui est un magazine qui non seulement est consacré à l'architecture, mais à toutes les autres sortes de l'art coréen, et qu'on désigne, on l'a nommé, notamment à l'issue pendant le chantier olympique, comme le Lorenzo de Médicis coréen, c'est-à-dire celui qui, à un moment donné, sur les bases de ce qu'a été une trajectoire culturelle et politique très difficile pour la péninsule coréenne au 19e et au 20e siècle, je ne reviens pas sur ces détails, impérialisme, colonisation japonaise, division nationale, guerre civile, ainsi de suite, et quelqu'un qui contribue à quelque chose qui est de l'ordre d'une renaissance qui fait synthèse entre ce qui tente de se dire comme à la fois de la modernité et de la coréanité. Alors, chacun des deux, je vous ai donné deux exemples typiques de bâtiments, de réalisation à des échelles moyennes pour Kim Soo-geun à gauche et Kim Jong-hop à droite. Vous avez le siège de l'agence d'architecture de Kim Soo-geun à gauche, et puis encore une fois, en plus gros plan, le bâtiment de l'ambassade de France en Corée du Sud aujourd'hui, qui tente, soit par des objets, soit par des motifs, soit par des formes, de procurer une synthèse entre les fonctions modernes et un langage et des motifs qui renvoient à une histoire locale. Merci Alain. Françoise, je vous laisse la parole. Merci pour ce qui me permet là aussi de montrer. En Chine, on aime beaucoup faire des voyages d'études préalables à l'organisation du développement d'un secteur ou d'un autre. Et en vous écoutant, je vois à quel point les deux ont servi de repère, me semble-t-il. Servi de repère parce que, non pas tant sur cette restructuration de la ville qui va s'en suivre, mais plutôt, du coup, je me demande si c'est au début ou à la fin. Je vais commencer peut-être par ça, par ces architectures, et puis je reviendrai par ces architectures remarquables qui vont marquer la période. Alors, il y a un premier essai qui est celui de jeunes promoteurs immobiliers, l'agence dirigée par Zhang Xin et Pan Choi, qui commence, après avoir fait quelques bâtiments remarquables dans le sud de la Chine, commence par ce projet test qui va être remarqué à la Biennale de Venise, qui va être primé même à la Biennale de Venise, où ils acquièrent un terrain près de la Grande Muraille et ils décident d'y construire des petits hôtels et en même temps un club pour les privilégiés qui font partie de cette mise en place de l'ensemble dit la commune en référence à la commune de Paris. On est loin d'être dans la commune de Paris, on est avec des œuvres d'architectes qui peuvent être de Chine, mais aussi plus largement de Taïwan, de Hong Kong, de Corée,
Et c'est pour ça que je vous en ai mis quelques-uns. Vous avez la maison valise de Gary Chang, qui est un Hongkongais, le clubhouse qui est dessiné par un architecte coréen. Et à l'époque, ces architectes ont carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, avec une seule obligation, c'est de dépenser au moins, je ne sais plus la somme, mais à l'époque, elle était colossale, disons 1 million, juste pour avoir un chiffre rond, mais ne retenez pas ce chiffre. Et effectivement, cette recherche de quelle est l'identité à travers l'architecture, elle va être à l'origine de beaucoup de mise en œuvre sur ce parc olympique. Alors moi, j'aime beaucoup cette image, j'ai un faible sur ce village olympique tel qu'il est prévu, donc l'axe nord-sud que j'ai évoqué au nord de Pékin. On ne la verra plus après 2001, vous vous en doutez. Les 2 tours qui terminent l'axe olympique, avec le stade, avec le village, etc., font bien trop référence au 11 septembre et au sort qui est advenu des tours à New York pour qu'on puisse le conserver. Mais la volonté d'avoir des architectures remarquables est là. Et cette volonté d'avoir des architectures remarquables, elle commence dès la fin des années 90, à travers des bâtiments qui vont être ouverts pour 2008, en tout cas ils sont pensés comme tels, et ils sont aussi avec cette vocation de représenter une nouvelle donne d'ouverture pour le pays. Il est question de transfert de savoir-faire, de transfert technologique, il est question d'innovation cette fois, et non pas de reproduire en fait des édifices comme tu l'évoquais Paul pour Moscou. Effectivement, le stade de l'amitié que tu nous as montré me fait penser au stade des ouvriers qu'on a à Pékin, mais qui date des années 50, qui date du 10e anniversaire du parti. Et là, à l'inverse, c'est ce qui est le plus moderne, ce qui ne s'est pas fait ailleurs, qui prime, et les bâtiments qui sont réalisés l'illustrent, que ce soit la piscine olympique, qui se veut un bâtiment extrêmement développement durable, mais aussi extrêmement moderne, avec cette reproduction d'espèces de bulles soufflées en façade. Le nid d'oiseau, bâtiment du concours remporté par Herzog et de Meuron, auquel a participé pour le design, les idées primaires, l'artiste Ai Weiwei. Et encore un, celui qui est construit à peu près dans les mêmes époques, qui est le siège de la CCTV, donc de la chaîne de télévision nationale chinoise, conçue par l'agence de Rempoulas, l'agence OMA. Donc là, on est avec des maîtres d'ouvrage qui ont moins de 40 ans. Ce qu'ils veulent, c'est que le bâtiment reflète ce qui n'existe pas encore et soit synonyme de l'exploit. Et exploit, effectivement, il est là. Ce porte-à-faux gigantesque que vous voyez, quand les architectes ont remporté le concours, eux-mêmes n'avaient pas idée de comment le réaliser et de comment le construire. Donc on est aussi dans une innovation qui se construit ensemble. Elle se construit entre architectes et ingénieurs occidentaux, mais aussi avec ces jeunes qui reflètent cette nouveauté. Elle se reflète malgré les impératifs qui sont ceux de l'austérité. Parce qu'effectivement, ces jeux coûtent cher, et à partir du moment où Hu Jintao prend la place de Jiang Zemin en 2004, il est demandé à tous ces grands chantiers de restreindre leur consommation de béton, restreindre leur consommation d'acier. Et c'est de là que naît par ailleurs cette forme très particulière du stade olympique. Il aurait dû être entièrement couvert, hein, ce nid d'oiseaux. Et justement, pour économiser du béton, économiser de la matière brute, les architectes revoient leur copie
en faisant ce dessin qui va devenir une des marques de fabrique de cette originalité des Jeux olympiques. On est donc dans l'innovation avant tout, et l'innovation auquel participe tout un chacun. Cette innovation, elle se fait au détriment de ce qui est déjà là. Et déjà là, eh bien, le Grand Théâtre en était un exemple. L'emplacement est choisi très tôt. C'est un emplacement qui avait été décidé par Chou Enlai, en face de Zhongnanhai, donc en face de l'Élysée chinois. Cette grande ouverture que vous voyez vitrée, ça donne précisément sur Zhongnanhai. On est à une époque qui est juste impensable aujourd'hui. On ne pourrait pas imaginer qu'un tel bâtiment public puisse être ainsi en centre-ville et puisse être avec ce symbole d'ouverture tel qu'il le représente. On est également avec ces recherches qui sont celles sur l'habitat chinois. Qu'est-ce qui constitue l'identité chinoise ? Et je prends là l'exemple de ces logements commercialisés que j'évoquais juste avant, avec ces images qui aujourd'hui encore seraient impensables. Ce n'est pas le petit livre rouge qui est brandi, mais ces immeubles dessinés par l'architecte japonais Riken Yamamoto, qui vient de remporter le prix Pritzker, ce grand prix international de l'architecture, et qui réfléchit sur comment organiser la vie en société autour de cours. Déjà, ces promoteurs que j'évoquais, Pan Che-yi et Jiang Xin, avec leur société qui s'appelle Soho, clin d'œil là encore au Soho occidental, qui signifie Small Office, Home Office, c'est-à-dire à une époque où on manque de bureaux comme on manque de logements. Pourquoi ne pas imaginer des ensembles qui permettent d'être, avant même l'époque que nous connaissons actuellement du travail à domicile, mais qui puissent permettre d'abriter des entreprises chinoises, mais aussi étrangères, dans des appartements qui ont cette double vocation de pouvoir associer bureaux et logements. Donc des cours intérieurs à l'intérieur d'un grand ensemble d'habitations. C'est le petit plan que vous voyez là, où le bloc ici est desservi par des grands axes, et ce qui est à l'intérieur est réservé aux usagers, pour ceux qui se rendent dans cet ensemble de boutiques de luxe, mais aussi aux habitants qui sont cette nouvelle bourgeoisie qui est en train de se développer à Pékin. Nouvelle bourgeoisie parce qu'on est, somme toute, encore au centre de Pékin. Là, ces logements sont au 3e périphérique. Et pour la population qui, elle, est délogée, eh bien, c'est bien plus loin. On est au 2, 3, 4, entre le 4e et le 5e périphérique, dans ces apateux ou dans ces Brejnevka qui sont construites par des promoteurs immobiliers, là où sont relogées bien, les populations qui sont, elles, sorties du centre-ville, ce centre qu'il faut dédier à la voiture et pour lequel les expropriations se font en très peu de temps. On commence par repérer les arbres qu'on garde et puis en moins de 3 semaines, les équipes de démolition sont là. Ces équipes de démolition qui ont vocation à pouvoir libérer de la place pour la capitale culturelle. Donc cette ville très densément peuplée, eh bien, c'est aussi une ville qui va profondément changer. On la traversait assez facilement à pied. Vous avez là ces maisons à cour qui constituent le cœur des Rutong, les quartiers de Pékin qui se sont dessinés au cours des 800 dernières années, qui se sont densifiés progressivement. Eh bien, il ne va plus en rester que quelques-uns, bien qu'ils aient été en partie classés zone protégée. Donc, sur Pékin, voilà, je vais vous les repasser dans l'autre sens.
On passe d'une organisation traditionnelle autour des cours, marque de fabrique à mes yeux d'une architecture asiatique, qui va chercher à se propager dans des projets nouveaux avec plus ou moins de succès, à une architecture de bâtiments qui doivent être la signature de la ville et qui doivent être sa signature pour montrer la capacité à accueillir des événements internationaux et des architectes internationaux. Merci beaucoup. On va à présent se tourner du côté des populations. Pourriez-vous nous expliquer donc quel a été l'accueil de la population et des populations des Jeux Olympiques au sein de leur ville? Quelle a été également leur implication, notamment d'un point de vue moyen humain, dans ces constructions, de ces aménagements? Donc on va reprendre avec Paul. Merci. Alors moi, je vais pas pouvoir beaucoup parler parce que j'ai assez peu d'informations sur la manière dont les populations ont reçu, enfin les moscovites ont reçu ces Jeux Olympiques. Mais ce que je peux dire, c'est que déjà, il n'y avait pas qu'un seul site, il y avait Moscou, mais il y avait aussi Kiev, Minsk et Tallinn. Ça, j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais les épreuves de voile se passaient par exemple à Tallinn et d'autres épreuves se passaient à Kiev et à Minsk. Il n'y a pas eu de sujet, je rebondis un peu sur ce qu'ont dit mes camarades, mais il n'y a pas eu de sujet d'expropriation, puisqu'on était plutôt, je ne sais plus quelle expression tu as employée, Alain, mais de front de conquête. On avait des nouveaux... Les centres olympiques ont été construits le long de voies déjà existantes, au milieu des champs, dans un rayon, oui, je dirais, de 10 km autour du Kremlin. Donc on n'a pas besoin de détruire pour construire. Donc de ce côté-là, il n'y a pas eu de problème majeur. En revanche, je vous mets une image qui m'a sauté aux yeux. C'est la loi des 101 km. Les autorités moscovites ont décidé que tous les alcooliques, les prostituées et les hooligans n'avaient pas le droit d'être dans le centre de Moscou durant les Jeux Olympiques, et il fallait qu'ils soient à plus de 100 km du centre de Moscou. Et ça a donné lieu à une expression qui est toujours employée aujourd'hui par les Russes, qui est la loi des 101 km, et qui est donc née lors de ces Jeux Olympiques de 1980. Par ailleurs, une petite précision sur la manière dont les populations locales ont accueilli les Jeux. En matière de moyens humains, beaucoup d'équipements avaient déjà été construits au cours des années 70, parce que ça correspond quand même aussi à un moment, un boom de la construction en Union soviétique. Donc beaucoup d'équipements avaient déjà été construits. Et par ailleurs, il est compliqué de savoir comment les populations ont accueilli les athlètes et les délégations, parce que moi qui ai étudié beaucoup de rapports du KGB lors de ma thèse, plutôt d'un point de vue architectural, j'ai beaucoup étudié les rapports du KGB sur des délégations touristiques qui arrivent en Union soviétique, et tout est fait pour qu'on ne voit pas l'envers du décor. Donc quand on est athlète et qu'on arrive dans le village olympique de Moscou, on voit assez peu finalement de soviétiques, de vrais soviétiques, on va dire, et on est tout le temps sous l'œil avisé du KGB, qui avait créé pour l'occasion une division spéciale pour les Jeux olympiques, et on faisait le tour des théâtres, des musées, avec, alors effectivement en matière de moyens humains, il a fallu former, je pense, beaucoup d'interprètes et beaucoup d'agents spéciaux du KGB pour surveiller les athlètes. Mais au-delà de ça, je ne peux pas en dire beaucoup plus sur l'accueil de la population. Et aussi, une petite remarque, c'est peut-être que Moscou, par rapport
aux édifices que vous avez montrés, il n'y a pas d'édifice signature pour les JO de 1980. On ne se souvient pas, en tout cas, d'une image. Moi, je suis content de voir... là, on a essayé, lors de à Pékin, un peu de starchitecture. On a essayé de faire venir peut-être Herzog et de Meuron, Paul Andreu, pour faire des édifices emblématiques. À ma connaissance, aucun architecte étranger n'a construit en Union soviétique. Voilà. Merci. Alain, je vous laisse la parole. Oui, tu me donnes là. Oui, comme vient de le dire Paul, ce volet de la table ronde est le plus difficile parce que parler de réception implique de mener des enquêtes lourdes que les artisans que nous sommes en SHS et en art culturel n'avons pas tout simplement les moyens de mener au-delà de nos bricolages habituels dans l'univers des discours et de ce qu'on peut trouver rarement dans les archives, mais vraiment c'est plus... Alors, au mieux, on peut faire des enquêtes dans la presse, la dépouiller, mais ça aurait été une enquête. Enfin, c'est une question très, 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 très difficile. Tout de même, sur la réception des Jeux Olympiques tels que... Alors, j'y ai été, j'étais en train de faire ma thèse, je suis arrivé à Séoul en septembre 88, le mois des Jeux Olympiques, donc j'étais sur place, je lisais la presse, et ensuite j'ai travaillé là-dessus. Alors, il y a eu des... vous pouvez l'imaginer, il y a eu plein de débats, de polémiques, enfin, comme c'est possible dans un pays qui devenait démocratique comme la Corée du Sud, par exemple sur ce qui concernait de façon indirecte la démolition du patrimoine ordinaire, des maisons vernaculaires, encore une fois au nom de la modernité, ou bien de façon encore plus importante, la lutte contre les verrues urbaines que constituaient les bidonvilles à la veille des Jeux Olympiques de Séoul, sur les montagnes, sur les collines. Il y a ce qu'on appelle des panjajib, voilà, où les migrants ruraux se sont installés massivement, ainsi de suite. Et il était évident que, au-delà du front de conquête urbaine et du lieu très local des installations olympiques, il y a une réflexion générale sur l'image de la ville, sur son identité, sur l'éventuelle beauté et sur surtout ce qu'on ne veut pas montrer. Et donc une lutte féroce et entreprise contre ces migrants, contre ces bidonvilles, ainsi de suite, avec ce que vous pouvez deviner. Alors encore une fois, que le contexte soit capitaliste, visiblement socialiste, les résultats sont les mêmes, c'est-à-dire les pauvres sont chassés de leur bidonville, amenés beaucoup plus loin dans des banlieues, etc., ainsi de suite. Il y a évidemment des débats sur toutes ces questions-là. De façon moins, j'allais dire moins anecdotique, de façon plus positive, et parce que j'y étais fondamentalement, la réception des Coréens, c'est ce que vous avez à l'écran. C'était un Kede Suryo, un Yongwanara. Vous êtes Séoul, voilà, et pour l'éternité. Il y a le mot coréen qui fonctionnerait bien ici, c'est le mot jarang, qui est un mot qui est au cœur du projet nationaliste moderne coréen depuis les années 20. Enfin réussir, non seulement être fier de soi-même, ne pas avoir honte de ce que l'on est, de ce que l'on fait, ainsi de suite, ce qui est une première dimension du jarang coréen et du projet moderne coréen. Il y en a une seconde qui est plus importante, et là, il y a un autre contraste que celui du régime politique avec mes camarades, mais en même temps, on va de ce côté-là, c'est que la Corée, à la différence de la Chine et de la Russie, n'est un État ni impérial, ni colonial. C'est-à-dire sa présence au monde, elle est intégralement de l'ordre du positif, de l'accueil, ainsi de suite. Le fait que la Corée fasse sens et soit reconnue au monde, c'est quelque chose qui ne doit rien à la force, à la violence, à l'occupation, ainsi de suite. Et dans cet univers-là, dans cet univers de sens-là, la réussite des Jeux Olympiques de Séoul, c'est un moment extraordinaire tous les Coréens dans la participation à l'événement lui-même. C'est l'accueil de ces 160 pays, c'est la réussite logistique de ces Jeux, c'est ce que ça vient sanctionner, c'est-à-dire non seulement un modèle de réussite économique, quelque chose qui fonctionne, mais, comme je vous l'ai dit en tout début d'intervention, cerise sur le gâteau,
un pays qui est passé à la démocratie, c'est-à-dire dont les luttes démocratiques contre la royauté d'abord, puis contre l'occupant japonais, ainsi de suite, finissent par aboutir à, voilà, nous sommes une démocratie. Last but not least, sur ce point-là, c'est un moment de reconnaissance aussi par la communauté internationale de la culture coréenne. C'est-à-dire elle existe dans le paysage. Voilà, c'est ce que cherche la Corée depuis le XXe siècle, c'est pas simplement être culture autonome, indépendante, elle veut être reconnue comme culture importante. Et les Jeux Olympiques sont vraiment un tournant très important pour cela. Cela est prolongé dans la réception qui suit instituée, je dirais, par tout ce qui est de l'ordre de la commémoration, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Alors, vous savez qu'il y a eu d'autres Jeux Olympiques en Corée du Sud qui ont été les Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018, 30 ans après, et qui ont été l'occasion, vous voyez, de redoubler, je dirais, en termes de commémoration, donc de grandes expositions. Donc, régulièrement, l'événement olympique 1988 est visité. Si vous visitez à Séoul le musée d'histoire contemporaine national, vous avez bien sûr une salle spéciale, les Jeux Olympiques. Et là, je vous indique quelques ouvrages aussi qui pourraient être intéressants à ce sujet-là. Et pour terminer sur ce point-là de la mémoire et des travaux, sur la base de données d'EBPIA, qui est notre grande base de données SHS, donc là, je vous ai donné là, si vous entrez Seoul Olympic, vous avez plus de 1000 articles. Régulièrement, quand on fait l'histoire de cette période-là, il y a un repassage obligé par le moment olympique. Merci. Françoise? Merci. Alors, quel accueil par la population? Alors, comme toujours, c'est tous les petits symboles qui vont être traités avec soin. Les mascottes, les symboles, etc. Ça fait l'objet de votes. Ce qui va changer profondément, on peut dire il y a un avant et un après. Mais cet avant et un après, c'est surtout... C'est pas seulement, c'est pas une bonne manière de le dire. Ce n'est pas seulement les Jeux Olympiques qui provoquent le tournant, mais ce qui va se passer après les Jeux Olympiques montrera qu'il y a un avant et un après. Mais en fait, les Jeux Olympiques sont un peu le summum de toute une série de transformations qui ont commencé à la fin des années 90. Je vous évoquais l'adhésion de la Chine à l'OMC, cette énergie et cette envie de pouvoir aller vers l'étranger, aller vers l'extérieur. La Chine ouvre ses frontières, il y a énormément d'étudiants qui vont voyager et qui vont être accueillis dans les universités étrangères. Et on est en même temps avec une montée des inégalités qui se caractérise par ce qui se passe à Pékin. Pékin, en fait, va cristalliser toute une série de manifestations qui sont déjà là dans le reste de la Chine. On dit que près de 3,7 millions de Chinois auraient pris part en 2004 à ce qui a été évoqué comme incident de masse, c'est-à-dire une moyenne de 200 événements par jour, 10 fois plus que pendant la décennie précédente. Et ça fait écho à tout ce mécontentement social sur des classes sociales qui se créent avec une population de plus en plus riche, qui a accès à de plus en plus de privilèges, alors qu'à l'inverse, une population ordinaire, moyenne, se paupérise. On parle beaucoup de ces couples de personnes âgées qui n'ont plus la possibilité d'habiter dans Pékin. Vous voyez cette bonhomie de la vie quotidienne. Là, on est vraiment en plein cœur de Pékin dans les images que vous avez là. Elle ne devient plus possible. Déjà, effectivement, pour que la culture soit reconnue, là aussi, il est question de ça. Eh bien, il y a toute une série de mesures pour enjoindre ces personnes âgées à ne pas faire la sieste dans les rues, à ne pas être, quand il fait chaud, sans leur t-shirt, à montrer leur nombril. Tout ça font partie de pratiques
qui sont décriés comme n'étant pas dignes d'une capitale internationale. Non, c'est dans l'autre sens, pardon. Et puis, on a aussi cette énorme fierté qui est liée à la capacité de mettre en scène ces grands chantiers que j'évoquais tout à l'heure. J'avais dû faire le calcul qu'on a près de 2 millions de personnes qui trouvent un emploi à Pékin pour la construction des Jeux Olympiques. Il y a une chorégraphe qui a fait un travail absolument étonnant, une scène, je crois que c'est qu'elle en a fait un film, mais où elle demande à des journaliers de venir travailler pour elle, et elle leur propose juste l'équivalent d'1 € de plus par jour, mais pour pouvoir chorégraphier ce que représentent ces Jeux. Et au départ, eh bien, c'est sur 3 semaines, ils les embauchent pour 3 semaines, donc eux, ils ne comprennent pas, ils disent, mais on est venu pour travailler, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on est en train de répéter une chorégraphie, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc elle leur dit, ceux qui veulent partir, vous partez, mais ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Et comme ils sont payés un tout petit peu plus qu'un journalier sur un chantier, il y en a quand même beaucoup qui restent. Et sa pièce, c'est en fait un éloge à toute cette population qui vient pour construire le Pékin des Jeux Olympiques. Parce qu'ils viennent de partout. Ils viennent en travaillant dans des conditions qui sont compliquées, sans forcément avoir des hébergements sur les sites des chantiers, sans forcément avoir des conditions d'habitation dont on se soucie. C'est lié à chaque entreprise de construction de pouvoir le prendre en charge, sans avoir forcément des conditions qui par la suite vont être mises en place, mais de paiement. Or, ceux qui viennent travailler sur ces sites olympiques, ils sont là de manière ponctuelle pour pouvoir procurer à leur famille qui est au loin des meilleures conditions de vie. Donc on est vraiment dans des ruptures qui se mettent en place et on passe d'une société qui était relativement égalitaire à une société qui montre des inégalités sociales de plus en plus exacerbées. Donc on a ces deux phénomènes, à la fois la fierté de pouvoir contribuer à cette vitalité, décidément je ne veux pas aller de l'avant, cette vitalité de la ville, et puis par ailleurs une mise en exergue de tout ce qui est lié à cette construction incessante. Et parmi cette mise en exergue, il y a la pollution extrêmement forte sur Pékin, la pollution qui amène là aussi à des mesures pour arriver à limiter le fog continuel qui s'est emparé de la ville. Et parmi cette mise en avant, je dirais, des problèmes liés à la construction dans les métropoles, eh bien, cette jeune femme qui est une journaliste qui fait un reportage absolument passionnant sur les implications. Les implications, vous savez que la construction est une des activités les plus dangereuses en termes de développement durable. Et compte tenu des contacts qu'elle a sur l'ensemble du territoire, elle va montrer justement quelles en sont les conséquences dans l'environnement quotidien. Le film « Sous le dôme » qu'elle a publié va être immédiatement vanté par le ministre de l'Environnement lui-même, avant d'être retiré. À l'époque, Rue 89, la revue en ligne qui avait été fondée par Pieraski, qui a été correspondant en Chine pendant des années, va immédiatement le mettre en ligne avec une version sous-titrée. Et puis, après avoir été téléchargé un certain nombre de fois pendant ces 6 jours, ce film va être retiré de la circulation. Donc, on est toujours dans cette ambivalence et cette complexité des réactions de la population. Les deux coexistent et les deux sont là toujours en même temps. Je repasse la parole à Mathilde. Et aujourd'hui, en effet, que reste-t-il
de ces aménagements sont-ils exploités? Certains ont-ils été même détruits? Pourriez-vous nous en dire davantage? Oui, alors je vais vous montrer quelques exemples de bâtiments et ce qu'ils sont devenus. Déjà, premier point, j'ai consacré une thèse à l'architecture brejnevienne. Ça n'est pas parce qu'on peut y consacrer une thèse qu'il faut l'idéaliser. C'est une architecture de la fin des années 70 et du début des années 80 qui est assez fragile, qui est faite assez rapidement avec des matériaux qui ne sont pas de très bonne qualité. Et ça, cet aspect économique de l'architecture soviétique va faire en sorte que les bâtiments aujourd'hui ne sont pas dans un état extraordinaire. En ce qui concerne le village olympique, il a été redonné à la ville à l'issue des JO de 1980. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, étant donné que c'est une unité urbaine typique soviétique, tous les appartements ont été donnés à des familles soviétiques. Et aujourd'hui, le quartier vit très bien. Certains équipements, comme vous le voyez, sont délaissés et nécessitent des restaurations. Alors, faut voir qu'en Russie, le patrimoine soviétique... Moi, je l'ai beaucoup étudié, le patrimoine soviétique, dans d'autres républiques qui sont aujourd'hui indépendantes, où le patrimoine soviétique est détruit pour marquer une rupture avec la période russo-soviétique. En Russie, il est plutôt mis en valeur, bien que la période brejnevienne ne soit pas la période préférée des autorités publiques lorsqu'il s'agit de rénover des bâtiments. Pour les raisons que je vous citais tout à l'heure, ce sont des bâtiments d'assez mauvaise qualité. Donc on a des bâtiments qui sont souvent désertés aujourd'hui, comme le stade équestre que vous avez sous les yeux, et un certain nombre de bâtiments qui ne sont plus utilisés ou qui sont en cours de restauration, comme le stade Druzhba, qui aujourd'hui est en plein remaniement, ou le stade Olimpijski, qui a été tout simplement rasé pour y construire une nouvelle tour reflétant une Russie indépendante et plus moderne. Et le reste des bâtiments dépérit ou sont encore utilisés. Ceux qui sont en centre-ville, ça c'est vrai que ça a un impact. C'est-à-dire les bâtiments, notamment le centre des médias qu'on a sous les yeux ici, qui est construit sur l'anneau des Jardins, donc presque en centre-ville, et on en prend plus soin que ceux qui sont au milieu des forêts à une petite dizaine de kilomètres du centre de Moscou. Mais c'est quand même un problème que partagent tous ces équipements de l'époque brejnevienne, c'est d'être de mauvaise qualité. Il coûte parfois moins cher de les détruire pour reconstruire que de les rénover. Voilà ce que je peux dire sur l'héritage laissé par les JO de Moscou. Merci Paul. Alain, je vous laisse la parole. Oui, merci. Donc, quel est le devenir des équipements olympiques stricto sensu dans une ville qui est demeurée une ville hyper plastique, où même les fameux apateux d'Andy qu'on a évoqués tout à l'heure sont en train d'être remplacés massivement pour les mêmes raisons que vient d'évoquer Paul. C'est-à-dire la valeur du foncier est très 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 supérieure à la valeur du bâti, donc on n'hésite pas à supprimer des barres. Donc il y a un phénomène assez intéressant en ce moment à Séoul de débarrisation du paysage urbain, une sorte de verticalisation. On redresse les barres, c'est plutôt du vertical qui domine. Hein. C'est pas moins uniforme, c'est autrement uniforme. Mais pour m'en tenir aux installations olympiques elles-mêmes, eh bien les deux points. Donc les alentours du stade olympique de Kim Soo-gun, dont vous avez ici une meilleure vue que celle que je vous ai proposée tout à l'heure, donc vous avez idée de à quoi ressemblait ce stade olympique. Ça tombe bien, on est en plein dans l'actualité. En 2018 a été lancé un grand concours international pour changer tout cela.
Donc il a été de revoir tout cela, de le mettre au goût du jour en termes de normes, d'équipements, notamment accès pour les handicapés, sécurité, flexibilité, enfin tout ce qui est aujourd'hui, enfin, et bien sûr tout ce qui a un rapport avec énergie, tout cela, enfin bon, le nec plus ultra. Il a été décidé donc de conserver le stade olympique, donc de confirmer sa place patrimoniale, ce qui n'est pas évident. Il y a un vrai enjeu de qu'est-ce que c'est que la patrimonialisation de l'architecture moderne en Corée du Sud, notamment lorsque c'est des architectes locaux comme Kim Soo-gun, ainsi de suite. Un nombre non négligeable de ces bâtiments signatures d'autrefois ont été démolis au nom de la libéralisme et de la valeur du foncier versus la valeur du bâti. C'est ainsi. Donc il y a souvent des enjeux. Et donc les lois sur le patrimoine ne permettent pas si facilement que cela de conserver ces bâtiments-là. Celui-là, il a été décidé de le garder. Donc, le chantier a commencé en 2023. Il devrait s'achever donc l'an dernier. Il devait s'achever en 2026. Je vous ai donné des images donc de l'agence qui s'occupe de ça, qui s'appelle Now Architects. Alors avec quelque chose d'intéressant par rapport aussi à ce qu'évoquait Françoise, on a parlé d'architectes signatures et de stars architectes. Je les avais évoqués tout à l'heure comme les premiers architectes stars nationaux. Mais dans le même schéma qu'a évoqué Françoise, la grande caractéristique des années 2000, ça a été, pour être moderne et à la pointe de la mondialité, bien sûr, l'invitation des architectes internationaux. Donc, Séoul a, comme tout le monde, son Nouvel, son Colas, son Perrault, son Botta. Alors, parfois même, dans l'exploit de mettre ensemble les 4 architectes pour un petit bâtiment, pour avoir un bout de chacun. Et là, vous pourriez dire que ce projet-là, il a un côté fortement zahradisé. Vous ne trouvez pas? Mais c'est quelque chose qui est en cours, sachant que Zaha Hadid a réalisé un grand projet autour du stade de Dongdaemun sur la partie nord de Séoul. Alors, autre chose est le parc olympique. Donc, j'ai oublié, oui, il y a 2 tendances. Il y a les stars internationaux et il y a bien sûr, excusez-moi, vous l'avez vu tout à l'heure, les gratte-ciel plus. Donc voilà, qui a le plus grand, comment, ainsi de suite, ce qui pose plein de problèmes. Là, vous en avez un exemple, je vous l'ai déjà montré. Je n'avais pas visité ce parc olympique depuis 30 ans, à l'époque où les arbres étaient pas pleins, et j'y ai passé aussi parce qu'il y a un lieu d'archives d'histoire de Séoul là-bas, ainsi de suite, que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé que ce parc olympique, 30 ans après, c'était un endroit assez extraordinaire. C'est-à-dire les arbres qui ont poussé, les pins 30 ans après, un endroit de grand calme, un endroit assez magnifique dans son ensemble, qui donc vit assez, très correctement son évolution. Les bâtiments olympiques, là par exemple, vous avez la piscine olympique, sont parfaitement entretenus, mises au goût du jour, ainsi de suite. Certains sont réaffectés. Donc des sports qui n'ont plus guère cours disparaissent. Mais par exemple, un de ces bâtiments, je ne sais plus lequel, a été réaffecté pour accueillir des compétitions de jeux en ligne, massivement en ligne, vous savez, qui attirent beaucoup de monde en Corée du Sud. Donc ce sont des exemples. Donc un endroit qui a très bien vieilli, mais je vous l'ai dit, c'est un quartier de riches de cela. Et c'est là, je pense, que au Paris Baguette local, j'ai mangé la meilleure quiche lorraine de ces 10 dernières années. Voilà. Merci. Alors, qu'en est-il advenu? Je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a une image que je ne vous ai pas montrée, mais qui fait le pendant à ces stars architecture. Donc, il n'y a pas de raison que je vous en prive, c'est celle-là. C'est-à-dire que ce que ça a permis aussi, c'est... moi, j'aime beaucoup regarder cette rubrique régulièrement. C'est un vote populaire pour décerner la médaille au bâtiment le plus laid. Alors là, je vous en ai mis une petite sélection. C'est un prix qui existe depuis quelques années. Et en fait, ça montre pour moi l'intérêt des gens pour l'architecture.
pour leur cadre de vie. Donc, je passe sur le bâtiment Bott de Louis Vuitton à Shanghai. Vous avez des églises en forme de guitare, vous avez des méduses aussi façon Zaha Hadid. Enfin bon, chaque année, ça montre la richesse formelle que l'on donne à l'architecture. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va penser à la qualité de vie de ceux qui vivent dedans, mais de la représentation que tout d'un coup, ça a pris. Et c'est en quelque sorte le miroir déformant de toutes ces stars architecture que l'on a vu se développer à juste titre ou pas forcément, dans Pékin, mais aussi dans beaucoup de villes. Ça y est, cette fois, je suis allée trop loin. Et l'autre élément aussi que je vois apparaître, c'est en même temps moi aussi une minute de publicité, c'est tout ce que j'appelle les signaux faibles. C'est-à-dire que cet intérêt pour le cadre de vie, pour l'écologie, pour l'architecture, eh bien, on le voit à travers beaucoup de petits projets qui se sont mis en place par des architectes chinois, jeunes, pas toujours dans les villes parce que c'est difficile d'avoir accès à des commandes en ville, mais qui vont chercher à développer d'autres manières de penser sur la qualité des lieux et la qualité des sites. Alors, il y a une photo que j'aime beaucoup, c'est celle où vous voyez cet architecte qui a été le premier architecte chinois à recevoir le prix Pritzker, Wang Shu, devant son bâtiment de Ningpo où il utilise des matériaux de récupération pour un musée d'histoire symbolique s'il y en a. Et il est justement en train de faire visiter ce bâtiment à un architecte qui lui aussi va avoir le prix Pritzker 10 ans plus tard, c'est Francis Kéré, qui lui travaille avec les matériaux aussi qu'il a sous la main. En Afrique, c'est beaucoup la terre. Et on est passé, peut-être grâce à cet effort qui a été donné sur l'architecture, à tout à fait d'autres points de vue sur la ville, sur les territoires et sur la manière dont l'architecture peut donner un autre cadre de vie, qu'il s'agisse de réutilisation, qu'il s'agisse de transformation, qu'il s'agisse d'équité territoriale. Donc je voulais terminer avec cette note positive tout en vous disant que, bien sûr, ce sont des signaux faibles. On essaye de vous laisser de la place pour vos questions parce que vous êtes restés jusqu'à maintenant, donc il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la parole vous aussi. Merci pour la transition, Françoise. Donc, y a-t-il des questions? Non. Bon, en tout cas, je vous remercie à nouveau, donc tous les trois, pour vos exposés. C'était particulièrement intéressant d'avoir cette étude comparative avec pour fil rouge l'accueil des Jeux Olympiques, avec bien sûr ces différences entre ces villes hôtes, mais également ces similitudes, notamment sur le contexte politique, notamment avec les boycotts, mais également sur parfois les enjeux architecturaux de ces trois villes. Encore merci beaucoup donc pour votre présence et votre disponibilité, et merci à vous d'avoir répondu présent ce soir, en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Mathilda pour cette organisation.